Salam alaikum. Toujours dans le chapitre 5 sur les interfaces et les collections, nous allons poursuivre avec l'interface liste. Pour simplifier, les objets de type liste sont des tableaux extensibles à volonté. Donc les listes, ce sont des tableaux qu'on peut étendre à notre guise. Cette catégorie comprend les classes linked list, array list et la classe vector. Donc nous allons voir en détail chacune des trois classes. Ces classes permettent d'insérer autant d'éléments qu'on veut sans craindre de dépasser la taille limite de la collection. Et ils fonctionnent tous de la même manière et ils permettent de récupérer les éléments de la liste via leur indice. Voilà les méthodes de l'interface liste. Il y a la méthode add qui permet d'ajouter un objet à l'indice index. Ensuite, il y a la méthode add-all qui permet d'ajouter une collection d'éléments à partir d'un indice précis de la collection initiale. Ensuite, il y a la méthode get qui permet de retourner l'élément qui se trouve à la position index. Ensuite, il y a index-of qui permet de rechercher si l'objet E se trouve dans la collection liste. Et puis, elle va retourner l'indice de la première occurrence, si elle existe bien sûr. Sinon, si elle n'existe pas, elle va retourner -1. Ensuite, il y a last index of qui permet de rechercher la dernière occurrence de l'objet E, dans la collection de type liste. Ensuite, il y a list iterator. C'est un itérateur qui permet de parcourir la liste. Donc, par défaut, il est placé au début de la liste. Ensuite, il y a list iterator avec un paramètre en entrée. Donc là, c'est le même itérateur, mais il est placé à la position index. Celui-là, il est placé au début, la position 0. Là, il est placé à la position index. Après, il y a la méthode remove qui permet de supprimer l'élément qui se trouve à la position index. Ensuite, il y a set qui permet de changer l'élément qui se trouve à la position index et va être remplacé par l'objet ou bien l'élément E. Après, il y a sublist qui permet de récupérer une sous-liste et en paramètre d'entrée, on va lui donner l'indice de départ et l'indice de fin. C'est-à-dire entre from index A to index, ça va contenir ou bien ça va constituer la sous-liste. Ensuite, nous allons voir en détail maintenant la classe linked list. Linked list veut dire une liste chaînée ou bien une liste doublement chaînée. C'est une liste dont chaque élément est lié aux éléments adjacents par une référence à ces derniers. Sur la figure suivante, vous allez trouver que chaque élément, voilà, premier élément, deuxième, troisième et quatrième, chaque élément contient une référence à l'élément précédent et à l'élément suivant. Par exemple, si on prend l'élément 15, il a une référence vers l'élément précédent qui est le 3. Voilà, c'est le précédent. Et puis, il a une référence vers l'élément suivant qui est le 8. OK? Excepté le premier élément dont l'élément précédent vaut nul et le dernier dont l'élément suivant vaut également nul. Regardez ici, ça c'est le premier élément. Le précédent du premier élément, c'est nul parce que celui-là, c'est le premier. Il n'y a aucun élément qui le précède. Et puis à la fin, le dernier élément, son suivant est égal à nul lui aussi, parce que c'est le dernier de la liste. Voilà quelques méthodes de la classe linked list. Il y a la méthode add first qui permet d'ajouter un objet au début de la classe linked list, d'une variable de type linked list. Il y a add last qui permet d'ajouter un objet à la fin. Get first qui permet de renvoyer ou bien de retourner le premier élément de la liste. Get last permet
de retourner le dernier élément de la liste. Ensuite, il y a remove first qui supprime le premier élément de la liste et remove last qui permet de supprimer le dernier élément de la liste. Voilà un exemple d'utilisation des méthodes de la classe linked list. Dans notre classe linked list exemple X, nous allons ajouter la méthode main et puis nous allons déclarer une variable L, bien un objet L de la classe linked list. Donc L, c'est un objet de type linked list. Ensuite, nous allons ajouter des éléments. Alors pour ajouter des éléments, nous allons utiliser la méthode add. Donc nous allons mettre ici le nom de la liste, c'est L.add et entre parenthèses, nous allons mettre l'élément qu'on souhaite ajouter. Par exemple, on va ajouter un entier égal à 12. Ensuite, nous allons ajouter dans la même liste une chaîne de caractères qui contient Toto. Et puis un troisième élément qui est de type float, qui est égal à 12,20. D'accord? Ensuite, nous allons essayer d'afficher le contenu dans notre liste L. Pour le faire, nous allons utiliser une boucle for i allant de 0i inférieur à l.size, c'est pour retourner la longueur de la liste, i++. Nous allons utiliser un système out.println et puis l'élément à l'indice i, nous allons préciser l'indice, et puis on va utiliser l.get et i entre parenthèses pour retourner l'élément qui se trouve à la position i. Ainsi, le résultat sera le suivant. Élément à l'indice 0, c'est 12. À l'indice 1, c'est Toto. Et à l'indice 2, c'est 12,2. Voilà un autre exemple. On a toujours la même liste L. Si on souhaite afficher son contenu avec println, elle va donner, décrocher, ça veut dire une liste vide. Il n'y a rien entre les crochets. Donc là, on vient juste de créer la liste. Si on affiche son contenu, ça va être vide. Ensuite, nous allons ajouter des éléments dans cette liste avec la méthode addFirst. Donc addFirst permet d'ajouter un élément au début de la liste. Donc nous allons ajouter la chaîne 1 au début de la liste, puis nous allons ajouter une deuxième chaîne qui contient 2, elle aussi au début de la liste. Donc si on fait l'affichage du contenu de la liste, nous allons avoir 2 et 1. 2, il est placé au début de la liste. Ensuite, on va essayer de récupérer la valeur qui se trouve au bien du premier élément. Pour le faire, on va faire l.getFirst. Donc si on fait l.getFirst, elle va retourner l'objet qui se trouve au début de la liste, c'est-à-dire 2. Ensuite, nous allons appliquer l'instruction suivante, l.removeFirst, qui permet de supprimer le premier élément de la liste. Et par conséquent, elle va le retourner. Donc removeFirst permet de supprimer et de retourner l'élément qu'on vient de supprimer. Donc ça va afficher la chaîne 2. Parce que c'est la chaîne 2 qui se trouve au début de la liste. Ensuite, nous allons appliquer une deuxième fois la même instruction et cette fois-ci, elle va afficher 1. C'est-à-dire que après avoir supprimé l'élément 2, l'élément 1 va être au début de la liste. Et de cette manière, lorsqu'on va supprimer le début, donc c'est le 1 qu'on va supprimer. Finalement, lorsqu'on souhaite afficher le contenu de la liste, ça va donner une liste vide. Passons maintenant à la classe ArrayList. ArrayList est un objet qui n'a pas de taille limite et il accepte n'importe quel type de données, y compris nul. Donc si vous ne mettez rien ou bien nul, ça va être accepté avec les variables de type ArrayList. Voilà quelques méthodes de la classe ArrayList. Il y a la méthode add, comme on l'a vu tout à l'heure, qui permet d'ajouter un objet. Add all, qui permet d'ajouter une collection d'objets à une collection de type ArrayList. Il y a aussi add all,
int et collection qui permet d'ajouter une collection dans la collection principale, mais à partir de l'indice donné en paramètre. Celle-là, elle permet d'ajouter à la fin, et là, celle-là, elle permet d'ajouter à partir d'une position précise. Ensuite, il y a la méthode clear qui permet de supprimer tous les éléments de la liste. Après, il y a ensure capacity avec en entrée un entier qui permet d'augmenter la capacité de la liste pour qu'elle puisse contenir le nombre d'éléments qui est entré ou bien qui est passé en paramètre. Après, il y a la méthode get qui permet de retourner l'objet ou bien l'élément qui se trouve dans la position index. Après, il y a index of, c'est la même méthode qu'on a vue tout à l'heure, qui permet de rechercher si l'objet passé en paramètre se trouve dans la collection, et il va retourner sa position s'il existe. S'il n'existe pas, ça va retourner -1. Après, il y a la méthode isEmpty, qui permet de tester si la liste est vide. S'il est vide, la valeur de retour va être true, false sinon. Après, il y a lastIndexOf qui permet de renvoyer la position de la dernière occurrence de l'élément qui est fourni en paramètre. Ensuite, il y a remove qui permet de supprimer l'élément dont l'indice qui est passé est fourni en paramètre. Après, il y a remove range qui permet de supprimer de la liste les éléments qui se trouvent entre cette position et cette position. C'est-à-dire à partir de l'indice, par exemple celui-là, à l'indice celui-là, je vais supprimer tous les éléments qui se trouvent entre les deux. Donc pour le premier indice, il est inclus, le dernier, il est exclu. Ensuite, il y a la méthode set qui permet de remplacer l'élément qui se trouve dans la position int, c'est-à-dire la première position, par l'objet qui est passé en paramètre. Il y a la méthode size qui permet de renvoyer le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste. Et puis, il y a la méthode trim to size qui permet d'ajuster la capacité de la liste sur la taille actuelle. Passons maintenant à un exemple dans lequel on va voir l'utilisation de certaines méthodes de la classe ArrayList. Donc, nous allons déclarer un objet AL de la classe ArrayList et puis nous allons ajouter des éléments. Nous allons ajouter avec la méthode add, nous allons au début ajouter l'entier 12, ensuite nous allons ajouter une chaîne de caractères, puis nous allons ajouter un flottant dont la valeur est égale à 12.20 et après nous allons ajouter un caractère D. Ensuite, nous allons utiliser une boucle pour parcourir notre liste et puis nous allons afficher son contenu avec la méthode get. Donc on va utiliser al.get entre parenthèses i, c'est-à-dire on va donner la position de l'élément qu'on souhaite récupérer. Comme résultat, ça va donner à l'indice 0, on a 12, à l'indice 1 une chaîne de caractères, à l'indice 2 12,2 et à la position 3 on a le caractère D. Il y a un autre exemple dans lequel on va déclarer 3 listes. On a AL1, AL2 et AL3. Dans la première liste, nous allons ajouter 2 chaînes de caractères. La première c'est A, la deuxième c'est tous. Si on affiche le contenu de la première liste, ça va donner A tous. Maintenant, dans la deuxième chaîne, AL2, nous allons ajouter 2 chaînes de caractères aussi, mais elles vont contenir la chaîne le et monde. Si on affiche le contenu de la deuxième liste, ça va donner le monde. Et pour la troisième liste, on va lui ajouter une seule chaîne qui est égale à bonjour. Si on affiche le contenu de la troisième chaîne, ça va afficher bonjour. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter la chaîne, bien le contenu de la liste 2 à la fin de la liste 1 avec l'instruction al1.addAll al2, c'est-à-dire on va ajouter tous les éléments de la chaîne, bien de la liste 2 à la fin de la liste 1. Lorsqu'on affiche son contenu, ça va donner à tout le monde.
c'est-à-dire, voilà, la chaîne 2 contient le monde, va être ajoutée à la fin de la première chaîne qui contient à tous, bien à tout. Donc, comme résultat, ça va donner à tout le monde. Le voilà comme résultat. Ensuite, nous allons ajouter les éléments, ou bien voilà, les éléments de la liste AL3 à partir de la position 0 dans la liste 1. Donc, c'est comme si on va le mettre au début. On va ajouter le contenu de la liste 3 au début de la liste AL1. Ça va donner quoi? Donc, voilà le contenu de la liste 3. Elle contient la chaîne Bonjour qui va être ajoutée au début de la liste AL1. Ça va donner Bonjour à tout le monde. Ensuite, nous allons faire un test pour vérifier si l'élément, par exemple 1, est présent dans la chaîne, bien dans la liste AL1, avec l'instruction suivante. AL1.contains 1. C'est-à-dire on va chercher si la chaîne 1 se trouve dans la liste AL1. Et comme résultat, donc le résultat c'est booléen, du moment que le chiffre 1 n'existe pas, ne se trouve pas dans la chaîne, donc ça va donner comme résultat false. Ensuite, nous allons rechercher si la liste 1 contient tous les éléments de la liste 2. Donc, ça va donner true du moment que on a déjà ajouté les éléments de la liste 2 à la fin de la liste 1. Après, nous allons essayer de récupérer l'objet qui se trouve en première position de la liste 1. Pour le faire, on va utiliser l'instruction suivante, al1.get1. D'accord? On va récupérer le premier, ou bien l'objet qui se trouve dans la première position. Alors là, pour les positions, ça c'est la position 0, 1, 2, 3 et 4. Donc si on souhaite récupérer l'objet qui se trouve dans la position 1, ça veut dire qu'on va récupérer A. Après, on souhaite rechercher la première occurrence de la chaîne 1 par exemple, dans la liste AL1. Nous allons appliquer l'instruction suivante, al1.indexOf 1. C'est-à-dire on va rechercher si 1 se trouve dans AL1. S'il existe, elle va retourner son indice. Si elle n'existe pas, ça va donner -1. Donc du moment que la chaîne 1 n'existe pas dans la liste AL1, la valeur de retour va être égale à -1. Ensuite, nous allons faire un test pour vérifier si la liste est vide avec l'instruction suivante, al1.isEmpty. Donc du moment que la liste n'est pas vide, elle contient des éléments, la valeur de retour va être égale à false. Ensuite, nous allons supprimer un élément de la liste avec l'instruction suivante, al1.remove1. C'est-à-dire on va supprimer l'élément qui se trouve dans l'indice 1. Donc voilà notre liste, elle contient bonjour à tout le monde. Si on supprime l'élément qui se trouve dans la position 1, on aura bonjour tout le monde. Ainsi, si on affiche le contenu de la liste, ça va donner bonjour tout le monde. Ensuite, nous allons appliquer l'instruction suivante, al1.retainAll al2. Cette instruction permet de retenir dans la liste AL1 les éléments, ou bien uniquement les éléments qui se trouvent dans AL2. De cette manière, les deux listes AL1 et AL2 vont être similaires. D'accord? Comme résultat, on aura tout le monde. Si on affiche le contenu de AL1 va être égal à tout le monde et il est égal aussi au contenu de la liste AL2. Ensuite, nous allons utiliser l'instruction suivante, remove all AL2, c'est-à-dire à partir de la liste AL1, on va supprimer tous les éléments qui se trouvent dans AL2. Ça veut dire qu'on va supprimer tous les éléments de la liste. Et de cette manière, si on affiche le contenu de la liste AL1,
ça va donner vide. Mais la liste AL1, elle contient toujours la chaîne Le Monde. Ensuite, nous allons essayer de rechercher la nouvelle taille de la liste. Ça va donner une taille égale à 0, du moment que la liste AL1 est maintenant vide. Ensuite, si on fait AL1.clear pour supprimer tous les éléments de la liste, et lorsqu'on fait l'affichage, ça va donner aussi une liste vide. Voilà quelques remarques sur les objets de type linked list et array list. Contrairement aux linked list, les array lists sont rapides en lecture, même avec un grand nombre d'objets, mais elles sont plus lentes si vous devez ajouter ou bien supprimer des données au milieu de la liste. Avec les array lists, il est facile ou bien il est rapide de faire des lectures, même si vous avez un objet de type array list qui contient un grand nombre d'objets. Cependant, les opérations d'ajout ou bien de suppression des éléments au milieu de la liste sont lentes. Donc la lecture est facile, mais l'ajout et la suppression au milieu sont lentes. Donc voilà quelque chose à retenir. Si vous effectuez beaucoup de lectures sans se soucier de l'ordre des éléments, il est préférable d'opter ou bien d'utiliser des objets de type ArrayList. Et si vous insérez beaucoup de données au milieu de la liste, il est préférable d'utiliser les linked lists puisqu'ils sont plus rapides. Passons maintenant à la classe vector. La classe vector implémente un tableau d'objets qui peut être développé ou bien étendu par la suite. Similaire à un tableau, il contient des composants accessibles via leur indice. Voilà les caractéristiques de la classe vector. Il y a la taille d'un vecteur qui peut augmenter ou bien diminuer en fonction du besoin. Ensuite, chaque vecteur tente d'optimiser la gestion du stockage en maintenant une capacité d'incrémentation. Et après, il y a la classe vector qui hérite plusieurs méthodes qui ne font pas partie du cadre des collections. Nous allons voir maintenant les constructeurs de la classe vector. Il y a le constructeur par défaut. Donc ce constructeur est utilisé pour créer un vecteur vide de sorte que son tableau de données interne ait la taille 10 et que son incrément de capacité standard soit 0. Ensuite, il y a la surcharge du constructeur avec une collection de données. Ce constructeur est utilisé pour créer un vecteur contenant les éléments de la collection spécifiée. C'est-à-dire, je vais initialiser le vecteur à partir des éléments de la collection, dans l'ordre où ils sont renvoyés par l'itérateur de la collection. Après, il y a le constructeur vector avec initial capacity. Ce constructeur est utilisé pour créer un vecteur vide avec la capacité initiale spécifiée avec son incrément de capacité égale à 0. Et finalement, le dernier constructeur contient deux paramètres en entrée. Il y a la capacité initiale et il y a la capacité d'incrément. Voilà les méthodes de la classe vector. Il y a la méthode add qui ajoute un objet. Il y a add qui ajoute un objet à un indice précis. Il y a add all qui permet d'ajouter une collection d'éléments à un vecteur. Il y a add all qui permet d'ajouter une collection de données à partir d'une position index. Il y a le add élément qui permet d'ajouter un élément à la fin du vecteur. Après, il y a capacity qui permet de renvoyer la capacité actuelle du vecteur. Il y a aussi la méthode clear qui supprime tous les éléments. La méthode clone qui permet de renvoyer un clone du vecteur. Il y a la méthode contains qui recherche si un objet existe ou bien se trouve dans le vecteur. Il y a contains all qui permet de rechercher si la collection d'éléments qui se trouve en entrée existe dans le vecteur.
Il y a la méthode copy into qui permet de copier les composants du vecteur dans un tableau qui est passé en paramètres. Il y a aussi element add qui permet de retourner le composant qui se trouve à l'indice index. Il y a la méthode element qui permet de renvoyer une énumération des composants du vecteur. Il y a la méthode ensure capacity qui permet d'augmenter la capacité du vecteur à min capacity. Il y a la méthode equals qui permet de comparer deux vecteurs, le contenu de deux vecteurs. Ensuite, il y a la méthode first element qui permet de renvoyer le premier élément du vecteur qui se trouve à l'index 0. Il y a la méthode get qui permet de renvoyer l'élément qui se trouve à la position index. Il y a hashcode qui permet de renvoyer la valeur du code de hachage du vecteur. Il y a indexOf qui permet de rechercher si l'objet O se trouve dans le vecteur. Ensuite, il y a indexOf avec deux paramètres. Je vais rechercher l'objet O à partir de l'indice index dans le vecteur. C'est-à-dire je vais préciser la position à partir de laquelle je vais commencer la recherche. Et puis, il y a insert element at qui permet d'insérer un élément objet à la position index. Il y a empty, isEmpty qui permet de tester si le vecteur est vide. Last element qui permet de renvoyer le dernier élément. Et puis last indexOf qui permet de rechercher la dernière occurrence de l'objet O dans le vecteur. Et puis last indexOf, c'est-à-dire je vais rechercher la dernière occurrence de l'objet mais à partir d'un indice précis. Ensuite, il y a la méthode remove pour supprimer en utilisant un indice, remove, supprimer en utilisant un objet, c'est-à-dire supprimer la première occurrence de l'objet O. Remove all, qui je vais supprimer tous les éléments qui sont passés en paramètres. Ensuite, supprimer remove all elements, c'est-à-dire je vais supprimer tous les éléments du vecteur et je vais remettre la taille à 0. Ensuite, il y a remove element qui permet de supprimer un objet en fournissant sa valeur. Il y a aussi remove element at qui permet de supprimer un élément qui se trouve à la position index. Après, il y a remove range qui permet de supprimer d'un vecteur les éléments qui sont compris entre l'indice from index à l'indice to index. C'est-à-dire, je vais supprimer les éléments qui se trouvent de from index à to index. Il y a aussi la méthode retain all qui permet de garder dans le vecteur tous les éléments qui sont passés en paramètres. Il y a set qui permet de modifier un élément, je vais donner son indice. Il y a aussi set element at qui permet de changer l'élément à une position précise. Ensuite, il y a set size qui permet de changer la taille du vecteur. Je vais donner la taille que je veux utiliser. Et puis la méthode size qui permet de renvoyer le nombre de composants dans le vecteur. Ensuite, il y a la méthode subList qui permet de retourner une sous-liste, c'est-à-dire à partir du vecteur initial, je vais retourner une partie de ce vecteur qui est composé des valeurs se trouvant à partir de l'indice from index to index. Ensuite, il y a la méthode toArray qui permet de renvoyer un tableau qui contient tous les éléments du vecteur. Il y a aussi toArray, ça c'est une version générique. On va utiliser un tableau qui est typé. Ensuite, il y a la méthode toString qui permet de renvoyer une représentation sous forme de chaîne de caractères. À partir du vecteur, je vais retourner une représentation sous forme de chaîne de caractères. Et après, il y a trim to size qui permet de réduire la capacité du vecteur à la taille actuelle du vecteur. Passons maintenant à un exemple dans lequel nous allons déclarer un objet V de la classe vector. Et cet objet-là, on va utiliser le constructeur
le quatrième constructeur qui contient deux paramètres. Le premier, c'est la capacité du vecteur et le deuxième, c'est l'incrément. D'accord? Si on souhaite afficher la taille du vecteur, donc on le fait avec la méthode v.size. Si on l'affiche, ça va donner la taille 0, du moment que le vecteur est vide. Ensuite, nous allons rechercher la capacité du vecteur avec la méthode v.capacity. Et ça va donner 3, parce que nous avons déjà précisé la capacité au moment de la déclaration, au moment de l'allocation de la mémoire pour l'objet V. Ensuite, nous allons ajouter des éléments avec la méthode addElements. Nous allons ajouter des objets de type integer. Nous allons ajouter l'integer 1, l'integer 2, l'integer 3 et l'integer 4. Ensuite, nous allons essayer d'afficher la capacité du vecteur et ça va donner 5. Pourquoi ça va donner 5? Parce qu'on a déjà un incrément de 2. Donc, le pas d'incrémentation de la capacité du vecteur, c'est 2. Même si on a uniquement 4 éléments, donc à partir de 3, on va ajouter 2, ça va donner 5. Après, on va ajouter un autre élément, un double, qui contient la valeur 5,45. Si on affiche la capacité du vecteur actuel, ça va donner toujours 5. On a 5 éléments. Ensuite, nous allons ajouter d'autres éléments. Nous allons ajouter un double et un integer. Si on cherche la capacité, ça va donner 7. Tout à l'heure, on avait la taille 5. Maintenant, c'est 7. Ensuite, nous allons ajouter deux autres éléments. Si on affiche la capacité, ça va donner 9. Encore une fois, nous allons ajouter deux autres éléments. Et cette fois-ci, nous allons afficher l'élément qui se trouve au début du vecteur avec la méthode firstElements. Et ça va donner 1. Le premier élément qu'on a ajouté au vecteur, c'est 1. Et de la même manière, si on souhaite afficher le dernier élément qu'on a ajouté dans le vecteur, ça va donner 12. Ensuite, nous pouvons rechercher si une valeur se trouve dans le vecteur avec la méthode contains. On va faire if v.contains new integer 3. Donc s'il existe, ça va afficher vector contains 3. Donc la valeur 3, on l'a déjà ajoutée au vecteur. Ainsi, le résultat de cette instruction va être true. Après, nous allons ajouter une énumération qui va nous permettre de parcourir les éléments du vecteur. Donc pour la déclarer, on va déclarer une variable venum de type énumération qu'on va initialiser à v.elements. C'est-à-dire on va l'initialiser au premier élément du vecteur. Ensuite, nous allons utiliser une boucle while tant que l'objet venum a des éléments suivants, has more elements. S'il y a des éléments à lire, ce qu'on va faire, c'est récupérer ces éléments avec l'instruction venum.nextElements. Et puis, ça va nous afficher tous les éléments du vecteur qu'on a déjà ajoutés au début. Passons maintenant à l'interface set. Un set est une collection qui n'accepte pas les doublons. Par exemple, elle accepte nul une seule fois car deux valeurs nulles sont considérées comme un doublon. Il y a plusieurs classes qui se trouvent dans l'interface set. Nous allons citer la classe hashSet, treeSet et linkedHashSet. Certains sets sont plus restrictifs que d'autres. Il en existe qui n'acceptent pas les nuls, certains types d'objets, etc. Les sets sont particulièrement adaptés pour manipuler une grande quantité de données. Cependant, les performances de ceux-ci peuvent être amoindries en insertion.
Du moment qu'on va insérer plus d'éléments, les performances, c'est-à-dire le temps nécessaire pour ajouter, supprimer, rechercher, etc., va être plus long. Un H7 est très performant en temps d'accès et un tree set est utilisé si on a besoin que la collection soit constamment triée. Nous allons commencer par la classe H7. Les collections H7 sont les plus utilisées des implémentations de l'interface set car ils organisent les éléments uniques dans l'ordre d'insertion et aléatoire. Les H7 disposent d'une fonction de hachage et les objets H7 ne garantissent pas l'ordre des éléments durant une itération de l'ensemble, contrairement aux collections TreeSet. Cela veut dire que lorsqu'on ajoute des éléments dans un objet de type H7, l'ordre des éléments n'est pas respecté, ou bien l'ordre d'insertion des éléments n'est pas l'ordre d'affichage de ces éléments-là. Par contre, lorsqu'on souhaite garder l'ordre d'insertion des éléments, il vaut mieux utiliser la classe TreeSet. En effet, la fonction de hachage disperse les éléments au sein de la collection set. Cette classe garantit des performances constantes, c'est-à-dire le temps d'accès il est constant, en ce qui concerne les opérations de base telles que l'ajout, la suppression, la vérification de la présence, c'est-à-dire la recherche, et l'obtention de la taille de la liste. Voilà un exemple dans lequel on peut parcourir le H7 avec un itérateur et on va extraire un tableau d'objets. Donc je vais déclarer un objet HS de la classe H7 dans lequel je vais ajouter les trois objets suivants. Je vais ajouter une chaîne Toto, un entier 12 et puis un caractère D. Après, je vais déclarer un itérateur IT que je vais initialiser au début. J'ai rien ici, ça veut dire que je vais l'initialiser au début de la liste, ou bien du H7. Après, tant qu'il y a des éléments à lire dans le H7, je vais faire cette instruction avec it.hasNext. Je vais faire quoi? Je vais récupérer l'objet qui se trouve dedans et puis je vais l'afficher. Donc en résultat, si j'affiche les valeurs, ça va donner des Toto 12. Ensuite, je vais mettre tous les objets de H7 à l'intérieur d'un tableau. Pour le faire, je vais utiliser la méthode toArray. Donc, je vais déclarer un tableau d'objets, tab d'objets, égal à hs, c'est-à-dire le h7.toArray. D'accord? Et ensuite, je vais essayer maintenant de parcourir les éléments du tableau. Je vais utiliser la boucle for améliorée. Et puis, je vais afficher tous les objets du tableau. Et ça va donner le même résultat, c'est-à-dire ça va donner des Toto et 12. Donc, comme vous l'avez remarqué, que ce soit dans le premier affichage ou bien dans le deuxième, l'ordre d'insertion des éléments n'est pas respecté. Donc, c'est ça la particularité des H7. Ensuite, nous allons passer à l'interface map. Une collection de type map fonctionne avec un couple clé-valeur. Donc, chaque élément, il a une clé et une valeur. Elle traite les objets de type HTable, HMap, TreeMap et WeakHMap. La clé est unique. Donc, la clé d'un élément ou bien d'un objet est unique et sert à identifier une entrée dans la collection. La valeur, au contraire, peut être associée à plusieurs clés. Donc, dans un objet de type map, la clé est unique, elle ne se répète pas. Par contre, la valeur, elle peut être répétée, on peut associer la même valeur à plusieurs éléments de la map. Voilà une remarque. Les objets de l'interface map ont un problème avec la taille des données à stocker. En effet, plus vous aurez de valeurs à mettre dans un objet map, plus celui-ci est lent et lourd.
par rapport aux autres collections, il stocke les données ou bien une donnée supplémentaire par enregistrement. Ça veut dire il va enregistrer aussi la clé. Donc comme on l'a vu avec les maps, on ne sauvegarde pas uniquement la valeur, mais on sauvegarde aussi la clé. Donc les opérations au niveau du stockage, ou bien les opérations de stockage demandent plus de temps, puisque on va stocker deux données au lieu d'une seule. Voilà les méthodes de la classe map. Il y a la méthode clear, la méthode keys. Donc celle-là permet de retourner la liste des clés sous forme d'énumération. Ensuite, il y a la méthode contains key qui permet de rechercher si la clé se trouve dans la map, donc bien dans la collection. Il y a la méthode contains value ou bien la méthode contains permet d'indiquer si la valeur se trouve dans la collection. Il y a entry set qui permet de renvoyer un ensemble contenant les paires clés-valeurs de la collection. Ensuite, il y a la méthode get qui permet de renvoyer la valeur associée à la clé qui est fournie en paramètres. Ensuite, il y a la méthode isEmpty qui permet d'indiquer si la collection de type map est vide. Il y a aussi la méthode keySet qui permet de renvoyer un ensemble contenant les clés de la collection. Il y a la méthode put qui permet d'insérer la clé et sa valeur associée fournie en paramètres. Donc là, c'est l'équivalent de add, la méthode add. Là, dans les maps, il y a la méthode put qui demande en entrée la clé, c'est-à-dire la clé de l'élément, et la valeur de cet élément. Ensuite, il y a la méthode putAll qui permet d'insérer une map, c'est-à-dire plusieurs éléments à l'intérieur d'une collection de type map. Après, il y a la méthode values qui permet de renvoyer une collection qui contient toutes les valeurs de la collection de type map. Après, il y a la méthode remove qui permet de supprimer l'élément dont la clé est fournie en paramètres. Ensuite, il y a la méthode size qui renvoie la taille de la collection. Et finalement, il y a la méthode elements qui permet de retourner une énumération des éléments qui se trouvent dans la collection. Ensuite, il y a la classe hashtable. Donc l'intérêt des techniques de hachage est de fournir des algorithmes de recherche en temps constant, c'est-à-dire indépendamment du nombre d'éléments. Donc lorsqu'on a un objet de type HMAP ou bien HTable ou autre, cela veut dire que l'ordre d'insertion des éléments n'est pas respecté, mais il y a un avantage intéressant, c'est le temps d'accès aux différents éléments de la collection qui est constant. Avec les tables de hachage, on parcourt cette table grâce aux clés qu'elle contient en recourant à la classe énumération. C'est-à-dire on utilise les énumérations pour faciliter la recherche des différents éléments de la collection. L'objet énumération contient la hashtable et permet de la parcourir. Voilà un exemple qui insère les 4 saisons avec des clés qui ne se suivent pas et l'énumération va les récupérer seulement. Voilà, je vais déclarer un objet ht de type hashtable. Ensuite, je vais ajouter dans cette hashtable les saisons de l'année. Pour le faire, je vais utiliser la méthode puts. Donc, je vais mettre ht.puts et là, je vais donner la clé plus la valeur. Donc, avec la clé 1, je vais ajouter la chaîne printemps. Ensuite, dans la clé 10, je vais ajouter été. Ensuite, dans la clé 12, je vais ajouter l'automne. Et avec la clé 45, je vais ajouter la chaîne hiver. D'accord? Comme ça, je vais ajouter les 4 saisons et pour chaque saison, je vais ajouter une clé. Après, je vais créer une énumération. Donc l'énumération E qui est initialisée au début de la liste. Donc elle va contenir les éléments de hashtable. De la même manière, pour parcourir cette liste,
ou bien cette énumération, je vais utiliser une boucle while tant que le E has more elements, tant qu'il y a des éléments à lire dans la collection de type hashtable. Je vais faire quoi? Je vais récupérer cet objet avec la méthode nextElement. Et lorsque je vais les afficher, regardez, ça va donner été, hiver, automne et printemps. Donc j'ai toujours les mêmes valeurs, mais l'ordre n'est pas respecté. C'est ça la particularité des objets de type ou bien qui utilisent un code de hachage, que ce soit hashtable ou bien hashmap. Voilà un autre exemple dans lequel nous allons déclarer un objet qui s'appelle hash de type hashtable. Cette fois-ci, nous allons préciser le type de la clé ainsi que le type de la valeur. Nous allons mettre ici string, virgule, string, et puis qui va précéder le nom de la variable. Et avant de mettre les parenthèses du constructeur, nous allons spécifier le type des éléments, c'est-à-dire string, string. Après, nous allons ajouter des éléments dans la hashtable avec la méthode puts. Donc là, pour la clé, on a une chaîne de caractères, c'est mec, par exemple pour l'abréviation de Meknes. Le nom de la personne, c'est Tedlawi. Et puis je vais ajouter Fez, Arfli par exemple, Kaza, Mbroki, etc., Rabat, etc. Donc je vais ajouter des clés et des noms de personnes. Après, je vais rechercher si la clé mec se trouve dans le hashtable avec l'instruction suivante hash.containsKey mec. Donc, est-ce que la clé mec existe dans le hashtable? Et puis, si elle existe, je vais retourner la valeur qui se trouve dans cette position. Je vais la récupérer avec la méthode hash.getMec. Et comme résultat, ça va donner, donc si je fais la recherche de mec existe dans le hashtable, donc ça va afficher la valeur correspondante, c'est-à-dire Tedlawi, le nom de la personne, habite à Meknes. D'accord? Donc si elle existe, elle va afficher la ville. S'il n'existe pas, elle va dire que la clé est inconnue. Ensuite, nous allons faire une deuxième recherche avec une deuxième clé, c'est RBAT. Nous allons rechercher est-ce que le hashtable contient la clé RBA, BAT. Donc là, on va rechercher est-ce que RBAT existe dans la collection. Donc elle n'existe pas. Donc si elle existe, elle va afficher qu'il habite à Rabat. Si elle n'existe pas, il va dire que la clé RBAT est une clé inconnue. Donc du moment qu'il n'existe pas, le résultat va être RBAT clé inconnue. Ensuite, nous allons créer une énumération E qui va nous aider à parcourir la collection de type hashtable. Donc nous allons initialiser l'énumération, bien l'objet E au début des éléments de la collection. Et puis tant qu'il y a encore des éléments à lire dans la hashtable, on va récupérer les valeurs et les afficher. Et ça va donner les différents noms des personnes. Ensuite, nous allons créer une énumération, mais cette fois-ci pour récupérer les clés. Donc tout à l'heure, on a fait hash.elements pour récupérer les éléments. Et cette fois-ci, hash.keys pour récupérer les clés. Donc là, tant qu'il y a encore des clés à lire, je vais récupérer les éléments. Et de cette façon, je vais afficher les différentes clés qui se trouvent dans la collection. Ensuite, je vais supprimer l'élément dont la clé est Kaza avec l'instruction suivante hash.remove Kaza. Et puis, je vais essayer d'afficher les éléments de la collection après avoir supprimé
l'élément dont la clé est égale à casa. De la même manière, je vais utiliser l'énumération que je vais initialiser au début des éléments de hashtable. Et tant qu'il y a des éléments à lire, je vais les afficher, je vais les récupérer et les afficher. Donc, Talbi, Yaqoubi, etc. Donc là, celui qui a la ville Casa va être supprimé. Mobroki ne figure pas dans la liste. Ensuite, je vais ajouter un autre élément avec l'instruction suivante, h.put. Je vais ajouter la clé fr et puis la valeur c'est Karromi. Et de la même manière, je vais utiliser une énumération pour les éléments et je vais les parcourir et les afficher. Et là, il va ajouter Karromi. Donc l'ordre n'est pas, bien sûr, n'est pas respecté. L'ordre d'insertion n'est pas respecté lors de l'affichage. Ensuite, nous allons passer à une remarque. Un objet de type hashtable n'accepte pas la valeur nulle. Et il est thread safe. Thread safe veut dire qu'il est utilisable dans plusieurs threads simultanément sans qu'il y ait un risque de conflit de données. Cela signifie que plusieurs éléments de votre programme peuvent l'utiliser simultanément. Après, il y a la classe HMAP. La classe HMAP ressemble beaucoup à l'objet hashtable avec quelques différences. La classe HMAP accepte la valeur nulle, alors que la classe HMAP n'est pas thread safe. Les deux objets de type map sont à peu près équivalents. Les objets HMAP ne garantissent pas l'ordre des éléments durant une itération de la collection, contrairement au tree map. Donc lorsque vous trouvez une collection qui commence avec H, ça veut dire que l'ordre n'est pas respecté. Voilà un exemple dans lequel j'ai une classe personne qui contient un seul attribut membre, nom, puis je vais ajouter le constructeur avec paramètres et puis un accesseur getNom. Après, je vais déclarer une classe hm, c'est-à-dire hmap, et puis dans la méthode main, je vais créer un objet hm de type hmap. Et pour le type des objets, donc les objets sont de type personne et la clé est de type string. Donc avec les variables de type map, on a pour chaque objet, on a deux informations. On a la clé et on a la valeur. Pour la clé, elle est de type string et la valeur est de type personne. Ensuite, nous allons ajouter des personnes à notre hmap. Alors on va mettre hm.put et là on va mettre la clé P101, virgule, et là on va mettre la personne, par exemple new personne Mohamed. On va appeler le constructeur avec paramètres. De la même manière, on va ajouter une deuxième personne Sarah avec bien sûr une nouvelle clé. Après, nous allons faire le cast, c'est-à-dire on va déclarer un objet personne de type personne et puis on va faire hm.get p101, c'est-à-dire cette instruction veut dire quoi? On va récupérer la personne qui se trouve ou bien qui a la clé p101 et on va la mettre dans la variable p. Donc la valeur de retour ou bien par défaut de hm.get p101, elle est de type object. Et du moment qu'on traite des objets de type personne, donc on va faire un cast. Ensuite, on pourra accéder au nom de la personne P en utilisant son accesseur avec la méthode getNom. Donc avec p.getNom, on pourra accéder au nom de la personne. Comme résultat, ça va donner le nom de la personne de l'id P101 et Mohamed. Ensuite, nous allons déclarer une collection qui s'appelle éléments, initialisée à la première valeur de la hmap. Ensuite, nous allons afficher le contenu de la hmap. Là aussi, nous allons utiliser un itérateur, it, qui est initialisé à la collection éléments.
Après, on va utiliser une boucle while tant qu'il y a des éléments à lire dans l'itération, bien avec l'itérateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer l'élément et on va appliquer ou bien récupérer le nom correspondant. Donc si on souhaite afficher les personnes, ça va donner, on va accéder à la première personne, dont la clé c'est P101, et on va afficher son nom, c'est-à-dire Mohamed. Ensuite, nous allons passer au deuxième personne, c'est P102, et puis avec le nom Sarah. Donc pour l'affichage, ça va donner personne Sarah, personne Mohamed. Donc comme vous l'avez remarqué, l'ordre n'est pas respecté. L'ordre d'insertion n'est pas l'ordre d'affichage des éléments. Mais quand même, ça va parcourir tous les éléments de la collection.